C'est l'enregistrement, donc je le fais maintenant. Bonjour à tout le monde et merci d'être nombreux présents encore aujourd'hui. Comme je le disais, 140 entreprises qui se sont pour cette réunion de restitution. Est-ce que, Juliette, tu veux bien te présenter en attendant que tout le monde arrive? Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Un grand merci d'être présent aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir à cette présentation avec Positive Company. Juliette Taillé, La Redoute. Je travaille à la direction RSE et donc en collaboration avec Positive Company sur ce sujet du scoring. Donc voilà. ISF. Merci beaucoup. Écoute, je vais l'appeler comme ça. Nous allons aussi avoir des intervenants de diverses entreprises aujourd'hui. Est-ce que, Elisabeth, tu veux bien te présenter aussi? On le refera tout à l'heure quand tu auras tout le monde, mais ça permet déjà de faire connaissance, on va dire. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous. Je suis Elisabeth Sénécaille, je suis directrice RSE chez IKKS. Merci Elisabeth. Bonjour, rebonjour Federico. Je veux bien aussi que tu te présentes. Bonjour tout le monde, et également ravi d'être parmi vous. Donc Federico Balzola, DRH central et depuis quelque temps directeur RSE de DIM. Merci beaucoup Federico pour ta présence aujourd'hui. Et Kelly, et qu'on ne présente presque plus, j'ai envie de dire. Kelly, je te laisse te présenter et remettre ton micro si tu veux bien. Bonjour à toutes et tous. Donc, Kelly Tinchon, je suis manager de la mission chez Camif. Super. Alors. Eh bien, c'est parfait. Je ne sais pas si Christelle a pu arriver ou pas encore. Je ne l'ai pas vu, Charles. Pourtant, je vous Non, aide à pas faire encore. rentrer les gens parce qu'il y a du monde au portillon. Ça pousse derrière la porte. C'est normal que j'entends pas, je suis con. Ah, je vais désactiver tous les micros. Je vous laisse réactiver pour parler. Allez, parfait. Merci, Florian. On désactive tous les micros et on réactive. Super. Peut-être en attendant que tout le monde soit présent et que Christelle arrive, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur un retour d'expérience un petit peu comme ça sur le tard, hein, j'ai envie de dire, mais est-ce que quelqu'un a envie de témoigner de cette expérience que vous avez eue, que ce soit sur la méthodologie, le référentiel, les feedbacks qu'on a pu vous faire? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on a dû probablement faire un feedback en one-to-one avec probablement à peu près une entreprise sur 3 qui a réalisé le scoring. Donc, on a pu faire des recommandations sur mesure pour un grand nombre d'entreprises aujourd'hui. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent rapidement prendre la parole là-dessus. Si vous avez eu un retour d'expérience à faire là-dessus. Est-ce que ça a enclenché chez vous des chantiers, par exemple, ou une mise en relation qu'on a pu faire avec certains partenaires sur des bilans carbone, des choses comme ça? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole dessus? S'il vous plaît, ne me laissez pas tout seul. Je vais t'aider, Charles-Henri. Allez, super. Écoute, pour nous, ça a été intéressant parce que quand on a une démarche RSE dans l'entreprise, on ne sait pas toujours mesurer si ce qu'on fait est bien, est-ce qu'on est sur les bons indicateurs, est-ce que la démarche, on la fait bien. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir se faire évaluer. L'autre chose aussi, je trouve que c'est un signal fort qu'un de nos gros clients comme La Redoute nous le demande. Ça veut dire qu'en fait, c'est une préoccupation du marché et que ça a renforcé l'intérêt, je dirais, du RSE dans mon entreprise. Ça m'a permis d'ailleurs d'étoffer mon équipe parce que on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment des choses à faire. Et puis, l'autre point aussi, c'est que je pense qu'en fait, ça donne des pistes. Hein. Ton retour, par exemple, m'a fait comprendre qu'en fait, il y avait besoin de beaucoup communiquer. On faisait beaucoup de choses sans trop en parler. Et puis, en fait, aussi bien en interne pour donner du sens aux collaborateurs qu'en externe pour expliquer ce qu'on fait. C'est important. C'est pas mon background, mais il a fallu apprendre à communiquer sur ces sujets-là. Et je trouve que c'est important. Ouais. Et ça me fait rebondir sur une notion qui est assez peu connue du grand public. Tout le monde connaît la notion de greenwashing, évidemment, mais il existe aussi l'inverse du greenwashing qui s'appelle le greenhushing. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette cette notion-là, mais le greenwashing, c'est le fait de faire plein de choses
plutôt positif dans son entreprise, mais d'avoir peur de le communiquer et de ne pas le faire volontairement pour ne pas prendre de risques de réputation. Et donc, on a aussi aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui font du greenwashing, mais il y en a aussi beaucoup qui font du greenwashing et qui n'osent pas prendre la parole. Et effectivement, des scorings qu'on a pu faire comme ça vous permettent de mettre en lumière certaines pratiques que vous avez chez vous, puis de vous comparer par rapport à d'autres. Et ça vous permet aussi de pouvoir prendre la parole sur ces sujets-là. Merci beaucoup pour ton témoignage. Federico, je sais, ce que je vous propose, c'est qu'on garde ces questions pour la table ronde qui était prévue un peu plus tard, vivement. Je ne sais pas, Juliette, si… Christelle est arrivée. Christelle est arrivée, c'est parfait, Oui. Un timing impeccable. Merci, Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti. Bonjour, Christelle. Lucie, je vais mettre Christelle en évidence pour tout le monde et je vais laisser après projeter la présentation de ce jour, si tu veux. Bonjour à toutes et à tous. Excusez ces quelques minutes de retard, effectivement, de mon côté. Effectivement, on m'a demandé de faire une petite introduction pour cette réunion. Et à ce titre, d'abord, je voulais vous remercier de votre présence aujourd'hui pour ce projet qui est une étape complémentaire et forte de l'engagement profond de la Redoute en RSE. Comme vous le savez, déjà très volontariste dans ses actions RSE depuis 2014, la Redoute regroupe désormais ses engagements autour d'un programme que nous avons nommé We Are Future. C'est donc dans le cadre de ce projet stratégique que nous travaillons avec tous nos collaborateurs au quotidien à bâtir ce commerce plus responsable et durable et solidaire auprès de nos clients et avec nos partenaires et l'ensemble de nos collaborateurs. Nous avons à date plus de 30% de notre activité qui est réalisée avec des marques nationales et marques internationales sur notre plateforme commerciale. Et c'est pour cela que nous avions à cœur d'intégrer nos partenaires dans une démarche d'amélioration continue en RSE. C'est chose faite avec l'accompagnement de Positive Company qui vous accompagne dans l'aventure. C'est aussi pour vous, partenaires, la formidable opportunité de bénéficier d'une démarche qui vous permet de mesurer vos progrès en RSE de façon continue. Et de façon, au nom de la Redoute, j'adresse particulièrement mes remerciements aux partenaires qui ont déjà joué le jeu et qui nous ont permis d'avancer collectivement dans le projet, puisque nous avons déjà à bord de nombreux partenaires. Je sais que l'objectif de la session d'aujourd'hui est principalement de vous donner de la visibilité sur le projet, parce que nos enjeux ensemble sont de continuer à faire grandir cet écosystème et d'en développer l'apprentissage autour de ce process d'amélioration continue. Donc, merci. Je laisse maintenant Juliette et toute l'équipe Positive Company. Merci beaucoup, Christelle, pour cette introduction. Merci à vous. Merci, Christelle. Belle séance. Parfait. Merci, au revoir. En deux mots, déjà, sorry for English-speaking people. The presentation is going to be in French, but the presentation, the slides are going to be in English. So if you want to follow by reading what is written on the PowerPoint, you can. And if you want to book a meeting with us after this webinar, we will be pleased to do it for you. Maintenant, on va revenir en français si vous voulez bien. Donc, en deux mots, parce que l'objectif, ce n'est pas de présenter Positive, mais Positive est une initiative qui existe depuis bientôt 4 ans et qui prend beaucoup d'essor en France, en Europe et de plus en plus à l'échelle internationale. Donc, on a 2 métiers. Le premier, sur lequel on travaille depuis 4 ans, c'est la délivrance d'un label RSE qui est différent d'un scoring. Et ce label, aujourd'hui, a pour vocation de capitaliser sur le savoir-faire RSE franco-européen pour le proposer en tant que modèle et standard à l'échelle internationale. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir proposer une certification qui allie à la fois exigence et feedback des parties prenantes. Et pour l'obtenir, ce label, il nécessite d'interroger ses salariés, ses clients et ses fournisseurs, ce qui permet de faire un audit à 360. C'est très différent de ce qu'on est en train de faire avec le scoring qu'on fait avec la Redoute, mais aussi d'autres acteurs, comme Cdiscount ou des filiales d'Engie et des plus petits acteurs qui ont rejoint le projet. Il y a plus une démarche
on va dire, d'achat responsable et dans lequel on va pouvoir embarquer tout un panel de fournisseurs dans du mieux. Et ce mieux, il est défini notamment par des standards que nous avons développés, mais par aussi des exigences ou les attentes de nos clients, comme la Redoute, qui vont notamment poser des questions sur l'offre, qui reste quand même le cœur de sujet de notre durabilité sur le long terme, quoi. Donc, on a vraiment ces deux métiers-là. Lucie, si tu veux bien passer au slide suivant. Et je vais peut-être laisser la parole aussi à Juliette. Oui, merci Charles. Donc aujourd'hui, on va vous présenter ce qui est un peu plus ce scoring RSE. L'objectif de cette présentation, c'est bien de vous donner une idée des premiers résultats, où on en est de ce projet, donc de la visibilité par rapport aux marques qui ont déjà joué le jeu. Et à nouveau, je les en remercie puisque c'est grâce à elles qu'on progresse au jour le jour avec Positive Company et avec l'équipe en interne qui travaille activement sur le sujet. Également de vous donner un peu plus de visibilité sur ce qu'on souhaite également en faire par rapport à nos objectifs et nos engagements à la Redoute. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, cet outil qui a été développé avec Positive Company permet à nos partenaires d'avoir l'opportunité de venir évaluer de manière globale leur avancement au niveau de leur politique RSE. Ceci sur les 5 piliers que vous connaissez, que sont l'activité, la gouvernance, le social, le sociétal et l'environnemental. Et c'est également un outil, du coup, qui a un double objectif. Donc, si on passe à la slide suivante. Merci. Donc, dans un premier temps, c'est de faire cette overview grâce à ce référentiel qui a été élaboré et qui vous sera décrit un peu plus précisément sur la suite. Et également de créer cet écosystème et cette dynamique pour emmener tout le monde dans le même sens et pour le même objectif qui est de diminuer, bien sûr, notre impact de manière générale. Je vais laisser du coup la parole à Lucie maintenant, enfin à Charles d'abord, pardon, pour expliquer plus précisément la méthode du scoring. Oui, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, on a repris l'ISO 26000 et 7 piliers de l'ISO 26000 qu'on a refondu dans 5 piliers pour que ce soit aussi plus digeste pour les marques qui ont répondu à l'exercice. Et on va avoir 2 fondements, je dirais, dans cette évaluation. 50 questions sur justement l'activité, la gouvernance, le social, l'environnement et le sociétal. Et on va avoir une batterie de 5 questions, un pilier de 5 questions, une brique de 5 questions supplémentaires qui viennent de la Redoute et qui questionnent justement sur le taux de matière recyclée, sur le pourcentage de produits éco-responsables, sur le pourcentage de produits Ecotex, etc., qui permettent notamment d'avoir un reporting très précis auprès de la Redoute qui se veut être, et je le souhaite, le e-commerce engagé de demain. Et donc l'idée pour pouvoir reporter de ces engagements, la Redoute a décidé de lancer ce scoring et donc de récupérer cette data. La première partie sur l'activité gouvernance sociale, les 50 premières questions sont confidentielles. Évidemment, la Redoute n'a pas accès à ces informations-là. Par contre, les questions qui sont propres à la Redoute sont visibles de votre demandeur et donc ces informations vont pouvoir être compilées. Et ça va être le travail qu'on va pouvoir vous présenter un peu plus tard dans cette présentation. Et j'ajoute un point, c'est que nous-mêmes, en tant que La Redoute, on est évalué par Positive Company, au même titre que vous, pour évaluer notre progression également. Donc, en fait, l'objectif aussi de cette démarche, c'est de nous mettre tous sur un même pied d'égalité grâce à ce scoring. Absolument. Un point important, et Lucie vous expliquera aussi pourquoi on arrive à avoir un taux de participation très fort par rapport aux outils standards du marché, c'est qu'on permet aussi aux entreprises de compléter ce qu'elles peuvent, j'ai envie de dire de manière un peu vulgaire dans le référentiel. Et donc, ça permet d'embarquer aussi les plus petites entreprises. Alors, certains nous ont fait des feedbacks comme quoi le référentiel était trop compliqué pour les petites entreprises. On en est conscient, évidemment. Le but, c'est d'arriver à des standards qui soient élevés. Par contre, l'intérêt surtout, c'est de pouvoir aussi répondre à ce qu'on peut. Ce qui fait qu'on va avoir une notation avec un indice de confiance, comme vous pouvez voir ici, le fameux Trust Index, qui va du rouge au vert.
Le rouge étant j'ai justifié très peu de documents, ou très peu vert à j'ai justifié 100% de mes réponses. Donc, ça nous a permis aussi, dans ce projet-là, de pouvoir embarquer un nombre important aussi d'acteurs qui n'avaient encore jamais refait de reporting RSE. Et ça, c'est toute la force et la richesse de ce projet-là. Et merci à la Redoute d'avoir laissé l'opportunité à des plus petites entreprises aussi de pouvoir avoir finalement un fil conducteur ou un chemin à suivre sur du long terme. Voilà. C'est peut-être à la suite. Et donc, je laisse la place à Lucie. Tous. On va vous présenter les résultats synthétiques pour que vous puissiez aussi positionner votre propre analyse, votre propre notation vis-à-vis de la totalité du panel et puis donner aussi envie à ceux qui ne sont pas encore embarqués de se noter et de rentrer dans cette démarche de progrès. Déjà, un premier aperçu du nombre de marques embarquées dans le projet. Donc, comme le disait Charles, on est sur un très haut taux de retour. On a 35% des partenaires de la Redoute qui sont embarqués dans le projet. La moyenne de ce genre de projet, on est plutôt autour de 15%. Et donc, sur un projet qui dure depuis un an et demi et qui prend de l'ampleur, puisqu'on a 9 points de plus là, sur les derniers mois. Et donc, 47% des partenaires ont déjà été notés à ce jour avec des notes qui vont de 10 points à 81 points sur 100. Et donc là, justement, pour parler de notation, vous avez ici à l'écran la moyenne. Donc, sur la droite, vous avez la moyenne générale et puis la moyenne par secteur. Vous aurez toutes ces slides si vous voulez les éplucher dans le détail. Sur la petite araignée, vous voyez la meilleure note, donc la meilleure entreprise, la moins bonne entreprise, en tout cas l'entreprise qui nécessite encore de travailler sur ses enjeux. Et puis à savoir qu'elle rose, elle a aussi assez peu répondu aux questions. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques rares cas où les entreprises ont répondu à 4-5 questions ou d'une dizaine, quoi. Ce qui peut aussi expliquer ce score-là. Ouais. Oui, exactement. Et puis, en rose-orange, vous avez la note moyenne. Et puis enfin, dans le dernier bloc, tout en bas, vous avez la notation donc qui va de A à E, qui va évaluer la responsabilité de vos produits, et donc là, aligné sur la stratégie de la Redoute. Et donc, si on regarde un peu plus en détail l'analyse de ces résultats, on voit qu'au niveau du panel, il y a une maturité assez certaine, puisque 13 sur 20 de moyenne sur les enjeux sociaux. C'est vrai que la plupart des entreprises sont des entreprises européennes, donc ça s'exprime aussi par la maturité qu'on a dans la réglementation en matière de droit du travail. Et puis, peut-être sur l'enjeu à travailler, ce sont les enjeux environnementaux qui sont aussi peut-être plus récents. Et on va regarder quels sont les axes de progrès précis à mettre en place. Et là, sur l'offre responsable, on voit aussi qu'on a 36% de notations qui vont être plutôt bonnes, de A à B, et encore quelques axes de progrès, puisqu'une notation de C à E sur 70% du panel. Quand on regarde les résultats en détail, vous avez sur la droite les axes de progrès et sur la gauche les forces du panel. Donc, dans l'analyse, on avait bien vu que le social, 13 sur 20, notamment les enjeux les plus pris en compte sont les enjeux d'égalité professionnelle, plutôt au sein de l'entreprise de façon générale, puisqu'en matière d'instance de gouvernance, on a encore besoin de travailler encore sur sa mixité. Et puis, la plupart des entreprises réalisent des audits sociaux auprès des usines de production. Donc, une maturité certaine sur les audits sociaux. Peut-être c'est un axe de progrès sur les audits environnementaux à faire sur les usines de production. Et puis, enfin, beaucoup de bonnes pratiques qu'on a pu observer en matière de qualité de vie au travail ou de pilotage de la santé et de la sécurité. On a observé aussi une bonne connaissance des enjeux RSE de façon générale. Les entreprises ont identifié leurs enjeux, ont identifié leurs engagements. Et l'axe de progrès sera d'aller plus dans le pilotage d'une stratégie RSE, un peu comme on va piloter une stratégie financière avec des axes stratégiques, des indicateurs de suivi. Donc voilà, monter en maturité sur le pilotage d'une stratégie RSE globale. Et puis enfin, des enjeux d'impact local plutôt avancés en matière d'éthique des affaires. La plupart des entreprises du panel ont formalisé leur politique d'éthique des affaires, ont sensibilisé leurs salariés à tous ces enjeux-là. Et puis, toutes les entreprises, en tout cas la majorité, ont des engagements civiques.
donc font du mécénat, s'engagent à l'échelle locale. Et dans les axes de progrès sur la droite, donc principalement sur l'axe environnemental, on a 3 enjeux principaux. Travailler sa trajectoire carbone, donc en lien notamment avec l'accord de Paris et en lien avec plusieurs référentiels, faire déjà l'état des lieux, faire son bilan carbone. Travailler vers plus de responsabilité des produits, donc travailler sur la durée de vie des produits, sur l'éco-conception des produits, sur le sourcing des matières premières. Et enfin, je le disais, en lien avec les audits sociaux, réaliser de plus en plus d'audits environnementaux auprès des usines. Sur la gouvernance, on voit une tendance au niveau du marché, de façon générale, à travailler sa gouvernance, mettre en place des mécanismes de partage de la décision, travailler sur l'holacratie, par exemple, interroger ses salariés pour qu'ils puissent donner des idées en matière de gouvernance, en matière de pilotage, en matière de stratégie. Et puis, travailler aussi sur le partage de la valeur, notamment dans un contexte d'inflation. Ce sont des sujets de plus en plus importants et très attendus par les salariés. Et enfin, sur la performance RSE de façon générale, on a observé qu'il y avait encore peu d'entreprises qui se sont dotées de labels RSE, corporate, généraliste ou encore de labels produits. Et c'est la bonne transition aussi pour passer à l'action. Donc, avec la table ronde, on aura des bonnes pratiques très précises et des choses très inspirantes à mettre en place. Bon, merci Lucie. Juste avant, tu peux présenter tu peux mettre le slide avec les participants. Je vais vous laisser aussi vous présenter à chacun et chacune, puisque on a pu le faire, mais pas tout le monde était encore là. En 2 mots, moi, je vous ai préparé une petite surprise dans cette présentation, c'est que je voulais rappeler un petit peu l'historique, finalement, de ces entreprises qu'on voit ici, que ce soit IKKS, DIM ou Camif, avec des petites anecdotes que mes interlocuteurs ont pu partager avec moi. Je vais commencer par exemple par IKKS. Saviez-vous que IKKS devait s'appeler X à l'origine, mais que X était déjà déposé, la marque X était déjà déposée, et son fondateur, Roger Zanier, s'est dit qu'il y avait peut-être une autre manière de le prononcer. Donc, ça avait démarré, je crois, avec IKS, si je ne dis pas de bêtises, Elisabeth. Et puis finalement, ça s'est transformé avec le temps en IKKS. Et aujourd'hui, la marque est connue de manière mondiale. Donc, c'est assez amusant de rappeler cette origine, cette petite anecdote. Pour la marque DIM, peut-être certains d'entre vous le savent, mais la marque DIM vient à la base, s'appelait Dimanche. C'était les bas qu'on pouvait mettre le dimanche, c'était des jolis bas, j'ai envie de dire. Et puis, suite à un partenariat avec Publicis, a décidé de se transformer, entre guillemets, et s'est transformé en DIM, puisque finalement, on n'utilise plus que le dimanche, mais aussi le reste des jours de la semaine. Et donc, la marque est devenue DIM. Et pour la petite anecdote encore, c'est la 2e marque la plus préférée des Français aujourd'hui, après malheureusement Levi's. Mais en tout cas, ça reste quand même la 2e marque la préférée des Français. Et puis pour Camif, qui s'appelait La Camif à l'époque, elle avait été créée à la base pour aider les sociétaires de la Maïf pour se rééquiper après la guerre en matériel et surtout en meubles. Voilà. Donc, je trouvais, on a devant nous 3 belles marques qui ont traversé le temps et qui vont pouvoir témoigner finalement de leur transformation aujourd'hui. Donc, ma première question, pardon, je vais vous laisser peut-être, excusez-moi, très rapidement, chacun d'entre vous présenter. Je vais commencer du coup dans l'ordre par Elisabeth, si tu veux bien te présenter. Oui, alors je me suis déjà présentée, je suis directrice RSE chez IKKS, voilà. Et en fait, avant d'être directrice RSE, j'étais responsable de l'offre, à savoir des achats et du style sur la marque IKKS Enfant. Super. Du coup, si on passait à Federico. Oui, donc Federico Balzola, comme je vous disais tout à l'heure, je suis DRH central du groupe DBI, donc qui comprend DIM surtout, mais aussi des marques de sous-vêtements en Allemagne, Nordi, en Italie, Lovable et en Espagne, Banderado. Et donc, je suis italien, comme vous pouvez deviner par mon accent, en France depuis 6 ans, et donc j'ai fait ma carrière plutôt dans les ressources humaines, dans des marques plutôt dans des biens de grande conso. Voilà, merci, et très content d'être ici avec vous. Et Kelly.
Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Kelly, manager de la mission chez Camif depuis 2 ans et demi. Et je m'occupe de piloter la mission avec nos parties prenantes, et en particulier nos collaborateurs. Parfait. Alors, ma question s'adresse un peu à tout le monde, et je vais peut-être commencer par Federico. Quand la Redoute a lancé ce projet de scoring auprès de ses partenaires, qu'est-ce que ça a impacté chez vous? Est-ce que vous pouvez me faire un retour d'expérience sur finalement recevoir un questionnaire, remplir un questionnaire, peut-être de plus, et qu'est-ce que ça vous a apporté? Bon, écoute, Charles, je dirais qu'on a passé en l'espace de quelques instants la courbe du changement. Donc, la première partie, c'était la panique. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? 50 questions, on ne va jamais y arriver. J'ai commencé à voir toute la liste de personnes que j'aurais dû embêter dans la société pour avoir les réponses. Et au fait, c'était un exercice très, très utile. Donc, déjà, ça nous a permis de faire un point sur un certain nombre de dossiers, d'avoir une méthode de rationaliser ce qu'on a fait. Et puis finalement, un peu comme disait Elisabeth au début, on a découvert qu'on était peut-être pas si mauvais que ça et qu'on faisait plein de choses et qu'on était mauvais dans une, c'est la communication, déjà à nos salariés sur ce qu'on faisait. Et c'était un peu comme, si vous voulez, on avait des pièces d'un puzzle, donc j'avais des pièces ici et là, des roses, des rouges, des vertes, etc. Et on ne savait pas ce que c'était. Et au fait, un peu grâce à ce travail, on a découvert que le puzzle, c'était un joli tapis de fleurs. Voilà. Et si je ne dis pas de bêtises aussi, ça vous a permis aussi de prendre que la gestion des risques, ça reste quand même la base de la RSE. Effectivement, je pense que le plus grand learning, donc à part sur notre positionnement, c'est de dire, tiens, là où on a une opportunité, et donc effectivement, j'encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à faire une session de feedback avec Positive Workplace, qu'on a pris beaucoup là où on était, et effectivement, la plus grande opportunité, c'est mettre en place une peu par silo, donc la RH pour sa partie, la partie manufacturing évidemment, etc. Mais là, on n'a jamais mis tout ça ensemble et c'est vraiment quelque chose qui peut ramener de la valeur et quelque part qualifier la stratégie RSE et la rendre encore plus une stratégie business. Donc, ça sera beaucoup plus facile d'être écouté dans les comités de direction duquel, du reste, je fais partie. Voilà. Super, merci beaucoup. Peut-être que Elisabeth aussi, tu as pu un petit peu démarrer, un peu présenter le feedback, mais ce serait intéressant d'avoir aussi ton feedback. Je vois qu'il y a Kelly aussi qui voulait réagir. Vas-y, Kelly, excuse-moi. J'ai juste une question par rapport à poser à Federico. Au niveau de la taille de l'entreprise et du chiffre d'affaires, vous faites parce que ça peut nous permettre aussi de bien situer, de ce que je vois, par exemple, nous, chez Camif, on est petits et donc on a les différentes contraintes comparées à peut-être votre groupe. Donc, ça peut être intéressant aussi de dire aux… Bien sûr, très bon point. Donc, le groupe de BI fait à peu près un peu plus de 500 millions d'euros en Europe, dont plus de la moitié en France, 3000 salariés en Europe, 1000 en France, 70% de femmes, pour vous donner un peu les grands chiffres. Et peut-être, Elisabeth, tu as des chiffres en tête ou pas? Sinon, c'est pas grave. Hein. Oui. Le chiffre d'affaires d'IKKS, il est de 350 millions. On a 5 marques, IKKS Women, Men, Enfants, eCode et OneStep. C'est à peu près 1600 collaborateurs. On a principalement des magasins sur la France, la Belgique, l'Espagne. Il y a quelques magasins donc dans les Émirats et en Chine. Ouais. Et du coup, Kelly? De notre côté, on est 75 collaborateurs. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais pas mal de femmes aussi au sein des effectifs. Et sur les 3 dernières années, on est entre 35 et 45 millions de chiffre d'affaires. Très bien. Et alors, je vais demander à Elisabeth de faire un feedback aussi, mais ça va être intéressant aussi pour Kelly, qui est quand même Camif connu comme très engagée, d'avoir ce feedback aussi. Intéressant.
Comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça nous a permis de mesurer le besoin de structure qu'il y avait sur le RSE. Je rejoins ce que dit Federico, ça nous a donné aussi des KPIs en fait à suivre, de se rendre compte que il y avait pas mal de points qu'on pouvait quantifier et puis quand du coup on pouvait en fait se challenger dessus. Je suis d'accord aussi que pour moi, vraiment, en fait, ce que je redis, hein, c'est qu'un de nos gros clients, la Redoute, nous demande de faire cette démarche. C'était vraiment une demande, c'était un acte fort, je trouve. Donc, c'est vrai que ça a été quelque chose qui a retenti au niveau du CODIR en se disant on fait déjà des choses, mais en plus on nous demande des comptes, il va falloir vraiment bien se challenger sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est très bien. Après, par rapport au label que tu défends, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment intéressant parce que finalement, la RSE est quand même assez nouveau dans toutes nos entreprises. Et puis, il y a pas vraiment un mode d'emploi, en fait. Donc, c'est toujours bien d'avoir, en fait, des regards extérieurs, des gens qui te challengent et qui te permettent, en fait, de te dire, là, tu peux aller un peu plus loin. Là, c'est déjà bien. Enfin, voilà, c'est intéressant parce qu'on est quand même sur un métier assez nouveau, quand même. Oui, tout à fait. C'est sûr que le monde, entre guillemets, aujourd'hui du textile est en pleine mutation, hein, connaît de fortes turbulences et en plus de ça est en pleine mutation. Un chiffre, Elisabeth, combien vous avez de produits aujourd'hui qui sont vendus, on ne va pas dire le nom de la plateforme, mais ça commence par V et ça finit par D, pardon. Oui. Combien de produits IKKS sont disponibles sur cette plateforme? 5 millions. Donc là, tu parles de Vinted, hein, effectivement. C'est clair que on voit que le marché du textile, hein, malheureusement, quand on regarde le Fashion Mag toutes les semaines, on a l'impression qu'on est en train d'interroger quelqu'un. Donc, c'est vrai qu'on est sur un marché qui est très challengé. Et c'est clair que la seconde main, alors on peut dire que d'un point de vue RSE, on peut s'en réjouir en fait, hein, que les gens amènent une deuxième vie au produit et puis qu'il y ait de la durabilité. Mais c'est sûr que ça a impacté nos business. Typiquement, en fait, sur comme une marque, un groupe comme IKKS, sur l'enfant, c'est très très fort en fait. Sur les 5 millions de pièces qu'on a, on a plus de 3 millions de pièces IKKS enfants. Alors c'est logique parce que c'est un marché de renouvellement, mais ça pose question et effectivement, oui, voilà, il faut composer avec ces nouveaux acteurs. Et alors, on va en revenir justement parce que c'est le sujet de cette table ronde aussi, c'est quels sont les grands chantiers, quels sont les sujets que vous allez traiter aujourd'hui. Kelly, de ton côté, Camif est aussi connu grâce à son directeur Emery qui est très présent dans la communauté des entreprises à mission, qui prône le modèle de la société à mission. Comment vous avez pris cette évaluation? Vous avez moins de moyens que d'autres plus grandes entreprises, bien qu'on voit que la fonction est assez récente, hein, dans ces deux grands groupes. Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Alors nous, comme tu l'as dit, on est une entreprise qui nous engageons depuis un certain nombre d'années sur notre impact environnemental, sociétal, etc. Donc ça fait partie de notre ADN. Par contre, maintenant on structure beaucoup plus, on avait tendance à fonctionner en mode start-up, donc on expérimente, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis, par le biais du fait que ce soit des projets innovants, on a de la visibilité sur ce qu'on fait. Mais derrière tout ça, en fait, on n'avait pas de politique formalisée, ou bien d'indicateurs de suivi. Et donc, ça nous a permis, de structurer notre démarche, en plus de la qualité de société à mission. Ça nous permet aussi de nous challenger sur, des bonnes pratiques que nous, on n'a pas forcément. Je me rappelle du feedback que tu m'avais fait, Charles-Henri, sur la matrice de matérialité et les politiques d'achat qu'on n'a pas forcément parce qu'on est petit, mais qui peuvent être très utiles parce qu'en fait, vu qu'on le fait déjà sur certains sujets, il nous reste juste les preuves à apporter, quoi. Et oui, tout à Donc, fait. donc ça nous a mis en tension sur les indicateurs et les preuves, donc des politiques formalisées où on s'engage à certaines pratiques. Finalement, c'est ce que ça apporte. Alors, pour le bien ou pour pas, mais ce que ça apporte aussi sur cette démarche, c'est que ça permet
de formaliser certaines bonnes pratiques dans l'entreprise pour les faire perdurer. Formaliser, ça n'a pas d'un très grand intérêt. Hein. Un document de plus, à partir du moment où il n'est pas consulté, ça n'a pas de sens. Et par contre, à partir du moment où l'entreprise se pose pour mettre sur papier ces pratiques et pour essayer de les faire durer et puis les améliorer, finalement, ça nécessite un retour sur expérience, sur ce qui s'est passé au préalable et ça permet effectivement de progresser. Je n'étais pas prévu, mais j'aurais bien voulu avoir le feedback de Juliette, qui mène ce projet au sein de la Redoute, et j'aurais bien voulu aussi t'entendre sur le sujet. Toi, en tant que donneur d'ordre ou leader, j'ai envie de dire, sur ce projet, quel est ton rapport d'étonnement? Comment tu suis ce projet-là aujourd'hui? Alors, on le suit au quotidien et c'est vraiment un travail collectif. C'est ce que j'avais envie de mettre aussi en avant par rapport à ça. Ce que nous a apporté jusqu'à présent cette démarche, puisque c'est pas fini, c'est que le début, même j'ai envie de dire, c'est déjà on a appris là où on avait peut-être nos points d'amélioration, surtout comment dire, la toile représentée entre le social, l'environnemental, le sociétal, etc. Donc on est déjà une entreprise qui, par son ancrage historique à une partie de social et sociétal bien ancrée, évidemment, et un peu comme tout le monde à l'heure actuelle, c'est sur l'environnement qu'il faut mettre le curseur, et donc là, ça a vraiment mis le doigt dessus. Après, la démarche aussi par rapport à la genèse de ce projet, l'objectif pour nous, c'était vraiment de trouver un moyen d'embarquer tout notre écosystème, comme je le disais en préambule, et ça a mis du temps à être mis en place. On s'est pas mal cherché sur la façon de le faire. Et c'est vrai que là, on se rend compte que voilà, on arrive à trouver une vitesse un peu de croisière, même si on aimerait aller convaincre d'autres encore plus de marques pour toujours aller dans une dynamique encore plus loin sur ces sujets. Mais il y a l'importance effectivement d'embarquer nos parties prenantes. Et là-dessus, je pense que c'est un vrai point très important de manière à la fois en interne, mais surtout aussi en externe, pour voilà, que tout le monde soit animé par les mêmes objectifs au final. Et c'est vrai que là-dessus, on est très heureux d'entendre les retours de synergie qui se créent entre certaines marques grâce à ce projet. Et notamment, Dim pourra témoigner, enfin Federico, pardon, sur le sujet. Mais voilà, ça c'est vraiment l'aboutissement de se dire ça amène plus loin. Il y a une vraie valeur ajoutée derrière tout ça. Justement, Juliette, si tu veux prendre la suite de l'animation de cette table ronde, c'est parfait. Federico, justement, quel a été un je dirais des chantiers que vous avez quels sont les chantiers que vous avez pu mettre en place justement suite à cet audit, mais globalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui au sein de DBI, donc DIM Brand International? Quels sont les grands chantiers du moment? Qu'est-ce que ça, enfin voilà, où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là, sachant qu'il y a quand même des réglementations qui sont venues contraindre assez fortement, et tant mieux ce marché, notamment la loi AGEC, par exemple. Voilà, les grands chantiers. Et n'hésite pas, Elisabeth, puisque vous êtes tous les deux dans les mêmes secteurs, j'ai envie de dire, de rebondir aussi, hein, si tu veux compléter ce que dit Federico. Absolument. Donc, une chose qui est un peu particulière à DIM et à DBI, c'est que jusqu'à l'année dernière, on était propriété d'un grand industriel américain qui est le groupe Heinz. Donc, en fait, en se séparant, en devenant indépendant, on a dû refondre un peu toute notre politique RSE, comme en général notre stratégie, et notamment Heinz avait beaucoup de production interne, donc là on s'oriente, nous avons toujours une partie de manufacture importante parce que les collants sont tricotés et teintés en France, donc ça c'est une part de notre âme, mais le reste c'est plutôt, on est plutôt en situation de sourcing comme la plupart des entreprises textiles, donc ça nous met un peu dans il y a une certaine gymnastique à faire, donc je dirais que bien sûr, et comme vous avez dit, un des points forts du secteur essort un peu sur le côté social. Là, c'était tellement évident. Et je dirais qu'il y a quand même tout le chantier des respects des droits de l'homme auprès des fournisseurs et comment on peut mesurer
mesurer, s'engager avec des fournisseurs et privilégier des fournisseurs qui sont responsables et amener un peu ce type de rigueur qu'on est plus habitué à faire sur le côté social, sur le côté environnemental. Bon, il y a un deuxième chantier, évidemment, c'est toujours un côté social, on va dire, c'est favoriser la diversité dans le groupe. Alors bon, la première chose, c'est assez simple, c'est la diversité homme-femme. Bon, donc là, on essaye, et donc je vous ai dit, on est à peu près 70% des femmes, mais donc bien sûr, on essaie de mesurer comment on peut faire grandir les femmes et la part de femmes dans l'organisation. Donc en France, comme vous savez, il y a un index d'égalité depuis quelques années, donc je pense que ça fait 3 ans qu'on est au-dessus du score de 90, et la dernière année, on était à 93, donc ça, c'est plutôt quelque chose de bien, mais on a toujours de marge. Qui dit 93, ça veut dire qu'il y a 7 points d'amélioration à prendre, donc on travaille là-dessus. Après, évidemment, on a parlé d'environnement, donc et le grand chantier, c'est quand même prendre conscience de notre impact et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, comme je vous disais, ayant une activité industrielle, mesurer l'énergie, les impacts, c'est quelque chose qui était déjà un peu dans la politique du groupe. Donc, on mesure les émissions Scope 1, Scope 2. On essaye de trouver des énergies renouvelables ou possibles. Donc, déjà 40% à peu près de nos énergies sont renouvelables et on essaye de réduire. Donc, là, sur la réduction, ben, ça, c'est quelque chose, je pense qu'on a réduit à peu près de 25% dans les 10 dernières années. On a un objectif d'une ultérieure réduction de 25% d'ici 2030. Et bien sûr, ça se fait de 2 manières. C'est ça que j'avais envie de partager un peu. La manière la plus classique, c'est d'aller voir chaque process pour faire mieux. Bon, banalement, on a des lampes dans un siège, souvent c'est des vieilles ampoules, hein, on les remplace par des LED et on diminue. Et l'autre chose, c'est d'aller voir qu'est-ce que l'énergie que le consommateur, quel est le bilan et comment les consommateurs évaluent ce qu'on fait. Et donc, par exemple, je vais vous parler des collants. Donc, une grosse activité qui prend beaucoup d'énergie dans les collants, c'est le formage. Donc, en gros, les produits sont repassés. Donc, on s'est aperçu que ce repassage vapeur était très coûteux en termes d'énergie. Et finalement, on a interrogé les consommateurs. Est-ce que vraiment vous appréciez? Bon, réponse, pas tant que ça. Donc, bref, on a laissé ce formage vapeur haute qualité pour certaines gammes. Et pour le reste, on est passé à des solutions de repassage à froid et qui nous permettent d'économiser tout de suite 20% des émissions. Donc, c'est quelque chose, je pense, c'est une démarche que regarder la valeur et la valeur de notre impact carbone vis-à-vis de notre consommateur, c'est une pratique que j'avais envie de partager. La deuxième pratique que j'avais envie de partager, c'est un peu sur le produit, c'est l'entrée dans la catégorie des culottes de règles. Bon, pour DIM, c'est quelque chose de nouveau, comme pour toutes les marques de sous-vêtements. Et au fait, on trouvait que ça rime très bien avec notre marque, au fin fond, d'Iméné, avec les collants, la mini-jupe, les années 60, donc dans une mouvance de la libération de la femme. Donc là, on peut se dire, c'est aussi un produit qui aide à se libérer, qui aide à passer donc ce moment des règles, et c'est une alternative très respectueuse de l'environnement par rapport aux protections périodiques qui sont à usage unique. Donc, nous ne sommes pas les premiers dans ce marché, mais quelque part, un peu dans la logique de DIM, DIM se veut quelqu'un qui démocratise les innovations. Donc, on n'est peut-être pas les premiers, mais on est ceux qui les amènent partout. Et donc, au fait, c'est un produit qui marche très bien parce que c'est bon pour l'environnement. Donc, les nouvelles générations sont très, très conscientes de ça, mais c'est bon aussi pour le portefeuille. Donc, encore une fois, on peut proposer quelque chose au consommateur qui leur est utile. Et d'ailleurs, si on revient sur la partie consommateur aujourd'hui, Elisabeth, je me souviens d'un échange qu'on a eu que vous avez mis en place suite à l'horloge avec la traçabilité. Comment ça a été perçu? Combien de fois les consommateurs aujourd'hui ont scanné le code? Comment ça s'est passé chez vous, cette traçabilité? Donc effectivement, nous, on a décidé de mettre un QR code sur chacun de nos produits, donc pour pouvoir voir la traçabilité. Alors ça a été un gros chantier. Ce que je te disais, le plus gros chantier, c'est de collecter l'info, hein, parce que demander aux fournisseurs toutes les informations sur où ils achètent la matière, le fil, etc., c'était un gros travail. Cette collecte de données, il ne faut pas faut la prendre en compte. En tous les cas, c'est un beau résultat parce qu'aujourd'hui, en fait, on a plus de 4 millions de scans de nos QR codes. Depuis combien de temps? Normalement, ça devait être en place depuis début janvier. D'accord, vous avez été dans les temps. Ok.
Ouais, C'est ouais, rare, hein. Pas toutes les marques sont dans les temps aujourd'hui. Si je veux rassurer certaines entreprises qui sont avec nous, c'est Et bravo. c'est vrai que ben, du coup, on s'aperçoit que le consommateur, il est intéressé par le produit, d'où il vient, qui l'a Ouais. fabriqué. C'est très important, cette Et transparence. à ce sujet, justement, Camif, aujourd'hui, Kelly, tu peux témoigner, si je ne dis pas de bêtises, 100% de votre production est européenne, il me semble. Exactement. 100% de la production européenne et 75% made in France. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à rentrer dans cette démarche-là? Et puis, quels sont aussi les chantiers que vous avez vus? On a parlé de traçabilité produit, il y a peut-être aussi des sujets sur les lieux d'approvisionnement, la production responsable, l'emballage aussi, le transport. Vous avez sûrement, quand on fait du meuble en général ou de l'aménagement de maison, on touche à un nombre important de techno et d'approvisionnement. Quels sont les grands chantiers aujourd'hui côté Camif? En gros, nous, l'engagement sur le local a démarré en 2009. On a fait le choix du Made in France quand le Made in France était ringard, entre guillemets. La transformation s'est fait progressivement où on a essayé de réinventer notre offre. C'est en 2021 où on a décidé d'arrêter drastiquement le grand import. Et donc, c'est à partir de mi-2021 qu'on est passé à 100% de nos offres qui sont fabriquées en Europe. Au niveau des grands chantiers en termes de traçabilité, nous, l'année dernière, on a fait une refonte complète de notre site internet pour aller encore plus loin sur la traçabilité dans nos fiches produits. Donc on a la provenance, j'étais sur le site d'IKKS, du coup, je vois qu'on a à peu près les mêmes informations, la provenance, etc. D'ailleurs, bravo, parce que l'outil est plutôt intéressant. Merci. Et là, actuellement, on est en train de travailler aussi sur la mise en avant de l'impact environnemental de nos produits, donc via l'ACV. Ça nous permet d'aller encore plus loin dans la transparence des produits parce que on peut voir que les clients ont beaucoup d'informations quand on est transparent, mais comment on arbitre entre matières recyclées, la provenance de la fabrication, les transports qu'il peut y avoir, etc., etc. Et donc, nous, on travaille sur du coup l'ACV pour prouver que le produit, avec les choix de conception, a un impact bénéfique sur la base d'un scénario marché. En gros, nous, généralement, on compare sur le Made in China parce que Made in China pour le meuble et Made in Pakistan ou autre pour le textile. Je rebondis juste sur le site internet dont tu parlais tout à l'heure, qui, pour la petite anecdote, est débranché le jour du Black Friday, hein. Donc, ça montre aussi le courage et l'engagement de ces marques françaises. Charles, je peux me permettre de poser. Pardon. Oui, vas-y. Juste, je corrige une info, il a été débranché en 2017, Ah, 2018, 2019, mais maintenant, on est ouvert, entre guillemets, mais on ne fait pas de promo. D'accord. On a décidé de plus s'opposer, mais de défendre quelque chose et de proposer des alternatives à la consommation, à la surconsommation. On était dans un militantisme positif maintenant. Très bien. On connaît bien le côté positif. Juliette? Oui, j'avais juste une petite question par rapport à cet affichage sur vos fiches produits. Est-ce que vous avez fait appel à un outil enfin voilà, un outil pour le faire? En ce qui nous concerne, oui, on s'est associé avec Foodbridge. D'accord. Voilà, donc qui effectivement, comme Kelly, en fait, on fait aussi des ACV. Et ça, c'est vraiment très intéressant de faire des analyses de cycle de vie parce que ça nous permet aussi en interne de corriger. Parce que, par exemple, on peut mesurer si nous, on l'a fait sur toute la partie coton. Donc, entre un t-shirt qui est fait au Portugal, un t-shirt qui est fait en Inde, etc., en fait, on peut mesurer et se dire, voilà, c'est là les leviers pour... parce qu'on parle beaucoup d'éco-conception, mais pour les stylistes, c'est toujours un peu compliqué quel outil utiliser. Et ça, c'est un bon outil, le cycle de vie, je trouve. Quel outil d'ACV utilise IKKS? Pareil, Foodbridge, en fait, donc qui est sur la méthode qui a été validée en fait par l'ADEME, hein, donc qui est une méthode qu'utilisent plein de plateformes hein, là-dessus. C'est la même que Fairlymed ou ce genre de choses. Et Kelly, non, pas de ton côté? Alors nous, sur les outils de traçabilité, c'est encore fait à la mano. Donc c'est notre pôle créa qui réalise les cartos. Et pour la CV, on travaille avec la start-up Waro qu'on a accompagnée dans leur création et avec qui on travaille depuis. Ok, merci. Dernière question, est-ce que vous avez des projets sur les prochains mois? On peut parler de, je sais pas, on a parlé de grands chantiers, est-ce qu'il y a des projets qui sont
des objectifs à atteindre, des choses comme ça? Kelly, je ne sais pas si tu veux reprendre la main, ou Federico, ou Elisabeth. Je peux. Alors nous, de notre côté, donc le projet côté traçabilité du coup et transparence de l'information, c'est la démarche ACV. Donc on va chercher à déployer de plus en plus nos ACV, de le faire avec un maximum de nos produits. L'objectif, c'est qu'en 2020 et on veut se servir de l'ACV pour faire de l'éco-conception parce que l'outil Waro nous permet de faire des scénarios de façon très ergonomique et donc voilà. Et puis ensuite, en chantier aussi, on a tous les travaux de formalisation de nos engagements, donc notre référentiel de sélection produit, politique d'achat, matrice de matérialité, qui avance très doucement mais sûrement, parce Double que je suis toute matérialité, je seule suppose, jusqu'à non? nu. Double Comment? matérialité, je suppose? Non? Oui, j'ai dit quoi? Je sais pas, matrice de matérialité, je n'étais pas certain, oui. Parce que Ah par oui, rapport à la bah oui, du coup, c'est CSRD ça. qui va arriver, nous, on en fait Ouais, pas mal en ce moment, des matrices de double matérialité. Et effectivement, c'est le point de départ du ouais. reporting CSRD. Donc, voilà. Ok. Ouais, bah, du coup, c'est double matrice, ouais, pardon. Et par Ouais. contre, nous, on n'est pas éligible à la CSRD, mais bon, on Oui, estime oui. que bientôt, on va y être, De toute façon, les entreprises vont être de on plus va en être plus concerné. contraintes. Ouais. Federico ou Elisabeth, un dernier mot? Je sais pas. Vas-y. Oui, moi je pense qu'il y a quelque chose sur lequel on aimerait revenir, comme ma double casquette de DRH, c'est un peu comment associer les employés à tout ça. Donc, pour l'instant, on a commencé à construire les fondations de cette stratégie, mais j'ai envie de la formaliser, donc c'est en cours, la raconter, impliquer la plupart des collaborateurs et travailler sur certaines choses, effectivement, reprendre le côté communauté et si possible, association aux produits. Donc, deux exemples. Un, c'est les dons de produits. Bon, on a tous, notamment dans le monde du textile, des fins de série, etc. Donc, on travaille avec des associations, mais là, on va impliquer les collaborateurs, par exemple, dans des visites dans des sites des entrepôts solidaires, etc., avec l'agence du don en nature. Et une seconde chose, donc je parlais des culottes menstruelles avant, on a commencé à travailler avec une association, bien sûr, sur le grand chantier de la précarité menstruelle, et plus spécifiquement aussi avec une association qui s'appelle Règles élémentaires, sur l'impact, l'image des règles et comment on peut briser un peu un tabou. Et on se dit que si on travaille sur ça à l'intérieur de l'entreprise, on saura, enfin, c'est renforcer un peu. Je ne sais pas si on peut parler de human watching comme de greenwashing, mais quelque part, renforcer ce qu'on fait nous pour qu'ensuite on puisse aller communiquer et réfléchir sur nos produits. Voilà. Super. Elisabeth, Du coup, tu en as parlé tout à l'heure, nous on va ouvrir notre site de seconde main sur l'enfant en septembre. Et sinon, dans les grands projets là, qui viennent d'aboutir, en fait, on s'est fait certifier GOTS, GRS, OCS, RCS, enfin, tous les labels environnementaux sur les matières. Donc là, en étant certifié en tant qu'IKKS, c'est-à-dire qu'on peut certifier le produit. Avant, on pouvait juste certifier de la matière et cette fois-ci, on peut certifier le produit. Et ça, je trouve que ça a beaucoup de sens parce que je pense que aujourd'hui, tout le monde est parti dans beaucoup de communication sur les matières. Il y a des marques qui disent qu'ils font du coton durable, etc., sans apporter beaucoup de preuves. Et je pense que c'est important d'apporter la preuve de ce qu'on fait. Et les labels, pour ça, c'est vraiment intéressant. Donc, nous, on vient d'être labellisé. Je suis contente parce que ça a été une longue démarche. EcoCert fait des audits qui sont assez difficiles à passer, mais qui montrent que l'engagement d'IKKS. Donc, je suis très contente de ce chantier-là. Parfait. On va arriver sur la fin de cette présentation, excusez-moi. Ce qu'on voulait partager avec vous, c'est que au-delà du scoring, excusez-moi, je dois partager. Au-delà du scoring en tant que tel, vous pouvez aussi utiliser ce scoring dans vos communications. Donc, on a mis à votre disposition, vous pouvez cliquer ici, un kit complet de communication à partir du moment où vous remplissez ces conditions-là. La première, c'est d'avoir un index vert, c'est-à-dire qu'on a vérifié 100% de la donnée qui a été transmise et donc on peut qualifier de manière concrète on peut garantir l'évaluation. Et au-delà aussi, il faut être à plus de 50 pour pouvoir commencer à avoir la première vignette qui va de silver, gold à platinum pour les plus vertueuses entreprises qu'on a pu évaluer. Vous avez accès à ce kit-là et je peux vous
ça peut être mis en avant. On vous donne un accès, excusez-moi, hop, excusez-moi, ça met un peu de temps à arriver. Vous avez accès à ce guide de communication où vous avez tous les points d'attention sur le langage, les conditions d'utilisation de la marque, et puis les éléments graphiques que vous pouvez télécharger ici via cette plateforme. Voilà, donc ça vous permettra effectivement de communiquer là-dessus. Et puis je laisse pour conclure la parole à Juliette, et j'arrête de partager mon écran. Je ne sais pas si vous voulez que je partage. Oui, peut-être. Ouais, je peux repartager. Oui, c'est juste la timeline pour donner un peu de visibilité sur le projet. Donc, juste pour vous dire, donc là, on est sur 2023 et l'objectif chez nous, c'est d'onboarder, comme je vous disais, le maximum de partenaires dans la démarche. Donc, on y travaille, comme je vous disais, avec le groupe de travail en interne. Et à nouveau, un grand merci à ceux qui ont déjà joué le jeu jusqu'à maintenant. En 2024, l'objectif, c'est de mesurer la progression, donc d'avoir un premier référentiel 2023 et pouvoir du coup évaluer la progression sur les résultats à 2024. Et enfin, en fait, actuellement, à la Redoute, on est en train de retravailler toute notre stratégie et on est accompagné pour cela par le cabinet de loi de Sustainability. L'idée, c'est vraiment de travailler notre plan de transformation en profondeur et de bien orienter voilà, la transformation comme on le souhaite. Et évidemment, on souhaite que le projet Scoring fasse partie prenante aussi de cette transformation. Donc, à terme, l'idée serait éventuellement d'avoir un score minimum à atteindre pour tout le monde pour voilà, continuer à toujours progresser dans le bon sens. Super. Et je tiens à nouveau à remercier votre présence au nom de toute l'équipe ici que vous pouvez voir à l'écran qui travaille avec vous et sûrement vous êtes familier de certains d'entre eux. Mais vraiment un grand merci à tous ceux qui ont déjà partagé avec nous ce projet et j'espère que voilà, tout le monde a eu l'information qu'il souhaitait aujourd'hui pour continuer à avoir de la visibilité et avancer ensemble. Merci beaucoup, Juliette. Je vais arrêter de partager mon écran. Juste un mot, je dirais pour conclure, moi, mon rapport d'étonnement de cette réunion, c'est quand même de voir que ce projet de scoring a permis des rapprochements, des questionnements en commun. Et notamment, on peut voir qu'il y a énormément de sujets qui ont besoin d'être adressés ensemble. Et donc, ce que je propose, Juliette, on en discutera après, mais qu'on essaie peut-être de lancer certains groupes de travail sur des sujets comme la traçabilité, sur des sujets comme les ACV, sur des sujets comme l'emballage, le transport. Je pense qu'il y a de la demande aujourd'hui et que cette communauté qui est en train de grandir, puisqu'on a quand même plus de 90 participants à ce jour sur cette réunion, donc 90 marques, ça montre aussi le rapprochement qu'on peut avoir entre un donneur d'ordre et ses partenaires. Et c'est ensemble qu'on pourra développer des solutions en commun. Donc, merci en tout cas d'avoir pu d'être présent pour cette réunion et de prendre ce sujet à bras-le-corps et avec beaucoup de sérieux. Et donc, merci pour votre présence et encore merci à la Redoute de nous donner cette opportunité. Et également à nos 3 marques présentes aujourd'hui pour venir témoigner. Merci encore à vous. Merci. Comme d'habitude, on finit en temps et en heure. Il est 17h. À très bientôt. On vous envoie le replay à tout le monde. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. On peut peut-être rester encore 2 minutes. Je ne sais pas, Juliette, on n'est pas. Je sais pas s'il y a on peut rester 2 minutes. questions. Je vais arrêter l'enregistrement pour que vous vous sentiez plus libre aussi. Hop.